Les urgences vétérinaires d'Arcueil, près de Paris. Allez, je vous laisse la porter. Alors racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières heures. Cyril est chirurgien vétérinaire. Ce matin, sa journée commence fort. Ce couple est très angoissé par l'état de son bulldog, Vicky. La chienne souffre énormément des cervicales, au point de se retrouver parfois paralysée. C'est comme s'ils avaient une sorte de décharge électrique qui leur prenait l'ensemble du cou. Et ils ne comprennent pas, et plus ils font ça, plus ils se tendent, et puis c'est presque un cercle vicieux qui se met en place. Et là, ça s'est mis à... Les symptômes sont inquiétants. À ce stade, Cyril doit envisager les pires scénarios. La chienne est peut-être victime d'une compression de la moelle épinière. Alors pour en savoir plus, il va falloir faire appel au NEC Plus Ultra de la technologie médicale. Là, il part en IRM en fait. Vas-y, tu peux le brancher. Ça marche comme sur un humain, la différence que comme un chien, on ne peut pas lui dire de ne pas bouger, on est obligé de faire une anesthésie générale. Un quart d'heure plus tard, le diagnostic tombe. Tout concorde dans le sens d'une hernie discale cervicale, d'où la douleur cervicale, qui était le motif de consultation de ce petit bulldog français. Cyril a donc vu juste. Un disque cervical menace effectivement la moelle épinière. Une sorte de petit caillou qu'il faut retirer au plus vite. Sinon, Vicky risque de finir définitivement paralysée. Le chirurgien doit absolument l'opérer en urgence. C'est typiquement le genre de chirurgie, on n'a pas le droit de se tromper, ça a le mérite d'être clair. Désormais, la vie de la petite Vicky repose entièrement entre les mains de Cyril. Mais il faudra attendre encore plus d'une heure et demie avant de savoir si elle est tirée d'affaire. Ils veillent sur votre sécurité et votre bien-être. Ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour préserver la vôtre. Sans eux, vos petits coins de paradis deviendraient un enfer. Leur mission, votre protection. Ce sont les anges gardiens de votre quotidien. Avec plus de 60 millions d'animaux de compagnie, la France est championne d'Europe de l'attachement animal. Elle est toute petite. Professionnels ou bénévoles, certains passionnés ont choisi de mettre leur vie au service de nos amis les bêtes. C'est un domaine très gratifiant, la chirurgie, parce que l'animal vient, il ne marche pas, il repart, il remarche. Au centre hospitalier vétérinaire d'Arcueil, la plus grande structure pour animaux de compagnie de France, l'équipe de Véto de Choc reste sur le qui-vive 24 heures sur 24 pour intervenir sur les cas les plus désespérés. Je ne peux pas vous rassurer ce soir parce que ça peut aussi mal se passer. On peut faire le maximum et le perdre au cours de la nuit quand même. Il est à 41 en température. Je pense qu'il a été intoxiqué. Son cerveau est en train de griller, entre guillemets. Mais les petites boules de poils ne sont pas les seules à avoir besoin d'aide. À la campagne, d'autres vétérinaires sillonnent les routes nuit et jour pour soigner les animaux de ferme. Sinon, on ne prendra pas de risque, on fera une césarienne. Bienvenue au monde. Un métier physique, mais aussi rempli de joie et d'émotion. Venir sauver une vie, donner naissance à un veau, ça fait partie des plus belles choses du métier. Il existe même des établissements spécialisés pour les animaux hors normes. C'est le cas de la clinique équine de Livet, en Normandie. C'est des véritables athlètes au même titre que les footballeurs ou les cyclistes. Ici, on bichonne des chevaux de course grâce à des installations aussi impressionnantes que modernes. On voit le petit morceau qui est juste là, accroché sur la première phalange. C'est le petit morceau qu'on va aller retirer. Mais veiller sur nos amis les bêtes ne se limite pas aux soins médicaux. Depuis 20 ans, la cellule antitrafic de la SPA opère dans l'ombre. Sa mission, lutter contre les éleveurs peu scrupuleux. Quand on ne sait pas faire le métier d'éleveur, on ne le fait pas, quoi. Et surtout pas dans ces conditions. Et démanteler les réseaux de trafiquants les plus sordides qui inondent le marché français. Elle est jolie celle-là. Et vous voulez le vendre les chevaux aux animaleries ou Non. Ça marche bien sur Internet. On a beaucoup. Soigner, protéger, aimer, c'est la devise de tous ces anges gardiens des animaux. Au centre hospitalier vétérinaire, Vicky est sur la table d'opération depuis maintenant une demi-heure.
En médecine humaine, l'opération d'une hernie discale est déjà une intervention très délicate. Mais sur un petit bulldog comme elle, c'est encore plus risqué. Voilà, donc là je me suis équipé pour mieux voir beaucoup plus de lumière. Et puis j'ai un grossissement qui fait quasiment 3. Donc je vois mon site opératoire multiplié par 3. Et donc c'est un confort opératoire beaucoup plus intéressant. Et surtout, ça sera un geste plus précis. Cet équipement high-tech est indispensable, car le moindre faux mouvement de Cyril pourrait endommager la moelle épinière de Vicky de façon irréversible. Tant qu'on n'aura pas retiré ce caillou, ce chien va avoir mal et risque de se paralyser définitivement. Donc on va faire cette petite fenêtre. Une fois qu'on sera à l'intérieur, on va essayer de retirer délicatement ce petit caillou. Au bout d'1h30 d'opération, le chirurgien réussit enfin à extraire la petite boule ou caillou qui comprimait la moelle épinière de Vicky. Voilà. C'est ça qui était contre la moelle épinière et qui entraînait la douleur et potentiellement tous les problèmes neurologiques si on n'avait pas pu retirer ce disque à temps. Mission accomplie, Vicky est sauvée de la paralysie. Des animaux malades comme elle, le centre hospitalier vétérinaire Frégis en soigne des dizaines de milliers par an. J'ai de la place éventuellement pour les acteurs. Située en région parisienne, c'est la plus grande et la plus ancienne structure privée de soins pour animaux de compagnie en France. Ici, les patients ont beau être majoritairement des chiens ou des chats, les urgences accueillent des cas aussi compliqués que chez les humains. Diagnostic de polycythémia vera sur NF et myélogramme interprété par le CAL en 2009. Le centre s'occupe également des fameux NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et sa réputation lui vaut d'être sollicité par les vétérinaires de toute la France. Chaque jour, l'équipe de chirurgiens et de médecins traite ainsi une vingtaine de cas, souvent critiques. Attention à tes doigts. Ça va bien ? Il a fait une crise convulsive au réveil. Une autre urgence qui est en train d'arriver. Cette nouvelle urgence, c'est lui, Comeback, un gros chien noir que ses maîtres viennent d'amener en catastrophe. Fanny, l'une des urgentistes, le prend immédiatement en charge. Voilà, je regarde le compte-rendu du vétérinaire, puis je vais aller examiner le chien et ensuite voir les propriétaires. Malgré son calme apparent, Comeback souffre beaucoup. Depuis plusieurs jours, il présente des signes inquiétants de jaunisse. Autrement dit, son foie et sa vésicule biliaire sont peut-être en train de lâcher. Les filles, est-ce que vous pourriez appeler Emeric pour voir s'il est encore là, s'il vous plaît? Pour une urgence, pour une échographie. On a un thermomètre? Si le diagnostic se confirme, il faudra agir très vite. Mais là, il est tachycarde. Pour tenter de sauver Comeback. Est-ce qu'on pourrait le mettre sous perfusion, ce chien, sous entretien? Puis si on pouvait aussi le doucher, parce qu'il est... Il a combien? 39,7. C'est pas impossible que ce chien-là ait fait une rupture des voies biliaires. On va discuter avec les gens. Il y a une indication d'aller en chirurgie chez ce chien-là. Pas directement ce soir parce que le chien n'est pas stable pour subir une anesthésie, mais probablement plus demain matin. Donc je vais aller discuter avec les gens, parce que c'est une situation qui est assez grave et lourde. Pendant que Comeback est préparé pour l'échographie, Fanny reçoit les propriétaires du chien. Ils sont très inquiets. Malheureusement, les premières nouvelles ne sont pas très rassurantes. La situation est grave ce soir. Oui, c'est ça, tout à fait. La situation est grave, il faut le prendre en charge tout de suite. La vésicule biliaire, on la voit quasiment pas. Elle est vide. Normalement, il y a du liquide dedans. Il peut y avoir une rupture de ces voies biliaires. Il faut le réanimer médicalement. Qu'est-ce que ça veut dire, le réanimer? Ça veut dire qu'il a besoin là de perfusion de choc, donc de perfusion rapide. Il a besoin que sa température diminue et qu'on continue un antibiotique très très fort pour la nuit. Si on l'envoie maintenant en chirurgie, si on l'anesthésie maintenant, on risque de le perdre. Oui, sa vie est plus importante. Exactement, exactement. Je pense que là, il faut. Vous avez compris la gravité de la situation. Ok. Oui. Bon, on fait le maximum. Ok. À quelques mètres de là, l'échographie de Comeback a déjà commencé pour examiner l'état de sa vésicule. Si son état s'améliore, il pourra donc être opéré dès le lendemain matin. Mais il s'agit d'une intervention très lourde. Le chien aura même probablement besoin d'une transfusion sanguine.
Si on doit le transfuser, il va falloir que ce soit vous qui trouviez un chien. Si on pouvait avoir le sang dès ce soir, ce serait l'idéal. Est-ce que vous permettez que je l'appelle? Bien sûr. Georgie ? L'ami que la maîtresse de comeback appelle possède un chien de la même race. Il pourrait donc lui donner son sang. Eh bien, elle prend la voiture et elle arrive. D'accord, très bien. L'arrivée imminente de ce donneur providentiel est une bonne nouvelle. Merci. Mais la partie est encore loin d'être gagnée. Je sais bien. Je ne peux pas vous rassurer ce soir parce que ça peut aussi mal se passer. On peut faire le maximum et le perdre au cours de la nuit quand même. Une course contre la montre vient donc de s'engager pour tenter de sauver Comeback. L'équipe des urgentistes va tout mettre en œuvre pour qu'il soit opérable dès le lendemain matin. Guillaume, tu pars tout de suite sur les paupières, là, du coup. Si la plupart des animaux qui arrivent ici sont dans un état critique, On va s'installer ici, venez avec moi. le centre reçoit aussi sur rendez-vous. Depuis quelque temps, cette dame se fait beaucoup de soucis. Tam, sa chienne American Staff, présente une grosseur suspecte à l'arrière-train. C'est cette boule-là qui m'inquiète énormément. Une glande anale aussi grosse que ça peut être une forme de kyste ou d'abcès, mais ça peut aussi être une tumeur. Une tumeur, c'est une grosseur anormale des tissus. Ce n'est pas forcément grave, à condition qu'elle soit bénigne. Sinon, il peut s'agir d'un cancer. Alors pour en avoir le cœur net, le vétérinaire envoie Tam en salle d'échographie. Bonjour madame. C'est une nouvelle fois Emeric qui se charge de l'échographie. Alors ce qu'on va devoir faire, c'est la mettre sur la table, là, sur le dos. On va pas y arriver, parce qu'elle a peur, comme je sais pas quoi, d'être sur le dos. Elle a vraiment une peur bleue. Du coup, la maîtresse de Tam tente de négocier. On peut pas les faire debout. Malheureusement non, ça va être un peu compliqué là. Ça va, Tam. J'aurais besoin d'aide en écho en fait, pour faire un écho sur un staff. Apparemment elle peut un peu se débattre quand elle est sur le dos. Pas méchante, mais elle apprécie pas trop d'être sur le dos. Ok, merci. Ouais. 1, 2, 3. Effectivement, Tam n'apprécie que très modérément l'exercice. Une fois les 4 pattes en l'air, la chienne a du mal à garder son calme. Ça, c'est l'angoisse. Alors, on a les yeux. Mais heureusement, Emeric a la situation bien en main. Ça va, rassure-toi, ça va. C'est un chien qui est comme nous, hein, qui est un peu stressé d'avoir cet examen-là, qui comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, elle monte un petit peu de résistance, mais en tous les cas, aucun signe d'agressivité. Mais Tam n'est pas au bout de ses peines, car pour faciliter le passage de la sonde pendant l'examen, la chienne a besoin d'une petite séance d'épilation de l'abdomen. Ma loulou, mon bébé. Cette fois, Tam est enfin prête. Le vétérinaire va pouvoir sonder son utérus. L'échographie se pratique dans le noir pour mieux lire les indications de l'écran. Emeric prend bien le temps d'analyser la masse suspecte et ce qu'il découvre n'annonce rien de bon. Cette masse, elle est assez volumineuse, hein, parce qu'on est quelque chose comme au-dessus de 10 cm. Qui dit masse utérine aussi volumineuse peut envisager des lésions graves. Donc on a parfois des tumeurs bénignes de l'utérus, mais on peut aussi avoir des tumeurs malignes, d'accord ? Plus inquiète que jamais, la maîtresse de Tam doit maintenant faire le point avec Juan, le vétérinaire qui l'a reçu en consultation. Elle s'apprête à prendre une décision très importante, car il n'y a pas de sécurité sociale pour les animaux. Et si elle décide de faire opérer sa chienne, elle devra débourser environ 1 200 €. Donc la question qui va se poser, et qui se pose très sérieusement, c'est de dire que fait-on face à cette masse-là ? On enlève. Qu'elle soit opérée, c'est vrai qu'on va tout faire pour la sauver. Par contre, si je vois que ma chienne doit être en chimio, comme moi je l'ai été pendant 4 ans, c'est hors de question. Je comprends. Si c'est pour qu'elle souffre, comme moi j'ai souffert, je veux dire, c'est pas la peine. Ouais. Bah, dodo. Le cœur serré, la dame confie donc son bébé à l'équipe soignante. Allez, viens. Tam part aussitôt pour le bloc opératoire, où elle est immédiatement anesthésiée, puis intubée pendant que le chirurgien se prépare. On va ouvrir le ventre de la chienne, elle s'appelle Tam, et donc on va
Retirer l'utérus, c'est la masse qui a été détectée à l'échographie. A priori, l'intervention ne présente pas de difficultés particulières. Mais lorsque la boule est enfin extraite, ses dimensions sont impressionnantes. On dirait un gros pamplemousse. Voilà la masse qui était sur l'utérus, qui est probablement à l'origine de l'état fatigue de la chienne. À ce stade, impossible de savoir si cette grosse boule est cancéreuse ou non. Il faut d'abord effectuer un prélèvement qui sera ensuite analysé en laboratoire. Tam et sa maîtresse devront donc patienter quelques jours de plus avant de savoir si elle est sauvée. Dehors, la nuit tombe. À l'accueil, une chienne de la même race que Comeback, victime d'un problème de vésicule, vient d'arriver. Ses maîtres retrouvent un peu d'espoir. C'est la chienne qui arrive pour la transfusion. N'hésitez surtout pas à la raser. Oui, oui, je vais Elle pas est la... gentille, elle est docile. Ok, non, je ne la raserai pas, vous inquiétez pas. Kalinka est en parfaite santé. Le sang qu'on va lui prélever sera un atout précieux pour permettre à Comeback de supporter son intervention prévue le lendemain. Pour ça, il faut remplir entièrement une poche de 400 ml. Encore un peu quand même, il faut qu'elle soit bien bombée jusqu'au trait blanc, tu sais, la démarcation de l'étiquette blanche. À quelques mètres de là, dans le chenil d'hospitalisation, Tam est surexcité. Ça a l'air d'aller. 4 heures après le retrait de sa tumeur, la chienne déborde déjà d'énergie. Ça se calme. Juan, le vétérinaire qui l'a examiné, est même assez optimiste. Pour ce soir, elle a son plan de morphine qui est prévu. Attends, calme-toi. Son plan de morphine, son antibiothérapie. Et parfait. Et elle pourra sortir demain si tout va bien. Bon, super. Vous l'avez sauvée. Vous êtes merveilleux. Juan n'a plus qu'à passer le relais aux équipes de nuit. Bon, bonne nuit. Tu sais que s'il y a un souci, tu appelles Florence. De son côté, Kalinka a fini de donner son sang. Malheureusement, depuis son arrivée au centre, l'état de Comeback n'a cessé de se dégrader. Pour Fanny, la vétérinaire qui lui a administré les premiers soins, la priorité est désormais de le soulager au maximum pendant la nuit. Donc là, on va le mettre sous perfusion ce soir, surtout lui donner de la morphine pour qu'il soit plus confortable parce que c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Et puis, on va faire en sorte de faire baisser la fièvre ce soir pour que l'anesthésie demain matin soit la moins risquée possible. Et on va croiser les doigts pour que la nuit se passe bien. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez un souci, appelez, d'accord? Vous savez bien que de toute façon, il est dans les meilleures mains. Voilà. Vous ne pouvez pas faire mieux. Oui, il faut y croire, d'accord? Bien sûr. Merci de ce. Non, mais c'est normal, on est là pour ça. Attention, merci. Et puis, on s'est passé la... De leur côté, c'est en pleurs que les maîtres de Comeback quittent le centre. Ils savent que le pire peut arriver à tout moment. La nuit risque d'être longue. Il y a les vétérinaires des villes, et puis il y a les vétérinaires des champs. Dans le Morbihan, en Bretagne, Laurent commence sa garde de nuit. Il est 19h. Ok, on passera... on va voir de toute façon si elle est avec le reste du troupeau, on va bien la retrouver, je pense. À la campagne, un véto comme Laurent, on appelle ça un médecin pour les vaches. Avant de commencer sa tournée, il profite d'un passage éclair à la clinique pour refaire son stock de médicaments. On refait la recharge pour la route, on ne sait jamais. Le vétérinaire trimballe son cabinet à l'arrière de sa voiture. Il s'occupe d'environ 37 000 bovins. Avec autant de patients, mieux vaut être prévoyant. Bon, il y a moyen de faire quand même quelques visites avant que le stock soit vide. Côté vestimentaire, pas de costume cravate. Il faut s'adapter à l'environnement des patients. Voilà, tenue réglementaire. Le petit pantalon histoire de pouvoir se coucher un petit peu dans le fumier. À peine monté dans sa voiture, une première urgence tombe. Laurent est appelé pour un vélage qui se passe mal.
la vache ne parvient pas à donner naissance toute seule à son petit veau. Il y a la vie d'un veau qui peut être en jeu, il y a la vache qui peut aussi être mâle, donc on essaye de remonter le temps, mais c'est pas toujours facile, quoi. L'élevage n'est qu'à quelques kilomètres de là, mais il faut faire très vite. S'il n'est pas délivré à temps, le petit de la vache peut mourir dans le ventre de sa mère. À peine arrivé, Laurent enfile sa tenue d'accoucheur. D'habitude, les éleveurs aident eux-mêmes leurs vaches à véler. Laurent n'intervient que sur des cas difficiles comme celui-ci. Donc là c'est un veau, on va dire, il se présente comme on dit, c'est cul premier, c'est qu'il arrive les pattes arrière les premières. C'est une position qui est embêtante. Ça c'est les pattes arrière du veau. On va essayer de mettre la véleuse tout doucement, voir si ça veut venir. Une véleuse est un appareil spécialement adapté à ce type de situation. On va faire juste un essai de traction, voir si ça peut avancer un petit peu, sinon on ne prendra pas de risque, on fera une césarienne. Le treuil de la véleuse permet de sortir le veau en force en le tirant par les pattes arrière. On évite ainsi qu'il se bloque dans le bassin de la vache. Mais Laurent doit faire vite. Il a très peu de temps pour agir. Bienvenue au monde. Le nouveau-né paraît en bonne santé. Tu veux déjà te mettre debout, c'est bien. Les péripéties de sa naissance sont déjà oubliées. Et malgré les douleurs de la mise bas, la vache retrouve immédiatement son instinct maternel. En 8 ans de carrière, Laurent est intervenu sur des milliers de vélages. Alors bien sûr, aider une vache à donner la vie est presque devenu une routine pour lui. Pourtant, il éprouve toujours la même émotion. Content que le veau soit sorti, que le veau soit vivant, que la vache n'ait pas de séquelles. On est toujours appelé sur des vélages un petit peu difficiles, quoi. Après, on ne pourrait pas de toute façon faire tous les vélages de la campagne. Il y aurait beaucoup trop de... Il faudrait au moins un vétérinaire par ferme. La nature se débrouille très bien toute seule. Le petit veau va boire tout à l'heure, là, d'ici quelques minutes, d'ici une petite heure, il aura déjà bu un peu. Et puis, bon, si ça se passe bien, d'ici une heure, il est debout, quoi. Mission accomplie. Le métier de vétérinaire a toujours fait rêver les enfants, souvent nombreux à vouloir embrasser cette profession. Pourtant, la formation pour y parvenir est réputée plus difficile encore que celle des médecins. Laurent, lui, a fait 7 ans d'études après le bac. Un choix qu'il ne regrette pas. La passion pour les vaches vient de mes années passées en école vétérinaire. Ça ne fait pas partie des espèces auxquelles j'étais habitué à être confronté depuis que j'étais petit. Je ne viens pas d'un milieu rural. Mais la découverte de cette espèce-là à l'école véto m'a fait l'adorer. Le contact direct avec l'animal et venir sauver une vie, donner naissance à un veau, ça fait partie des plus belles choses du métier. La garde de Laurent ne se termine qu'à 8 h le lendemain matin. D'ici là, une autre urgence peut tomber à tout instant. Là, il est 20h35, donc on va rentrer tout doucement vers la maison, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres appels. Maintenant, c'est de l'attente. Donc, le téléphone est là, il ne reste plus qu'à le dégainer. Notre vétérinaire ne croit pas si bien dire, car à peine rentré chez lui... Je vais passer la voir, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, le temps de faire la route. Laurent repart aussitôt. La santé de l'animal est prioritaire. Tant pis pour le dîner. Bon, ça y est, c'est parti, la garde commence. À l'attaque. Bon courage. Ouais, ça va être bien. Là, on est appelé sur une vache qui apparemment a vélé cet après-midi et qui n'arrive pas à se lever. Donc, là, il est quasiment 21 h. L'éleveur s'inquiète simplement qu'après l'avoir déjà perfusé lui-même, il ne soit pas capable de se remettre debout.
L'intervention va se dérouler en plein champ. Comme il fait nuit, l'éleveur doit escorter le vétérinaire jusqu'à la vache malade. C'est ici qu'il l'a trouvée à bout de force quelques heures plus tôt. Comme elle n'était pas préparée au vélage, on s'est dit, aujourd'hui on ne l'a pas surveillée plus que ça. Et quand on la titille un peu, elle rétracte la patte. Elle a pu se comprimer un air. Si elle a mal au niveau un peu des reins, elle ne fait rien. Le fait de la lever de l'avant, elle ne va pas faire l'effort. Non, elle ne fait aucun effort, ni de l'avant ni de l'arrière. Je voulais surtout me rassurer pour la nuit. Cet éleveur est habitué à donner des soins lui-même. Mais dans certaines situations, il est bien obligé de passer la main à un professionnel. Je sais faire les perfusions, je sais en général diagnostiquer ce qu'a l'animal, mais bon. S'il y a une lésion au niveau du bassin ou une déchirure au niveau du col de l'utérus, j'aurai moins de palper qu'un vétérinaire habitué pour détecter ça et faire les soins qui s'imposent. On les aime tous bien, nos vétérinaires, mais moins on les voit, mieux c'est pour notre portefeuille. Pour cette urgence de nuit, l'éleveur va débourser le double d'une consultation classique, soit 40 €. Mais la perte de cette vache lui coûterait évidemment beaucoup plus cher. Une perte même sur la moins bonne, elle est conséquente. Laurent met donc tout en œuvre pour requinquer l'animal. Un bon cocktail de vitamines par intraveineuse et la vache devrait être remise sur pattes assez rapidement. On fait le point et puis on se tient au courant. Puis sinon je repasse dans la matinée faire une prise de sang dessus. Bon bonne soirée. Laurent travaille main dans la main avec les éleveurs. Ce partage, c'est ce qu'il aime avant tout dans son métier de vétérinaire de campagne. On est vraiment un partenaire de l'éleveur. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui m'appellent par mon prénom, qui m'appellent Laurent. Il y a une relation de confiance, il y a un climat de confiance. Et c'est un peu plus chaleureux que la barrière qui est mise quand on est dans une salle de consultation avec un chien et un chat. Le relationnel est complètement différent. Il est 23 h. Laurent va enfin pouvoir dîner. Son téléphone toujours à portée de main, il espère qu'il ne sonnera plus pendant la nuit. À la campagne, les vaches malades ne sont pas les seules à avoir un vétérinaire à leur chevet. À Livet, en Normandie, il existe une clinique pour chevaux à la pointe de la technologie. Il y a une énorme pharyngite. On voit plein de petits boutons là, bien rouges, on recule un petit peu. Mais attention, ici, les 18 spécialistes en médecine et chirurgie équine ne soignent pas n'importe quel chevaux. Allez, passez de l'autre côté, lâchez la corde. Voilà. Leur spécialité, soigner les plus grandes stars des hippodromes. C'est ce qu'on appelle de la médecine sportive. On soigne des athlètes, là. C'est des véritables athlètes au même titre que les footballeurs ou les cyclistes. Dans l'un des 20 boxes d'hospitalisation, Ultimo s'apprête justement à faire sa visite médicale. Ce cheval de course doit subir une intervention à la patte arrière gauche. Pour ça, il a besoin de passer des radios dans une salle d'examen à sa mesure, c'est-à-dire gigantesque. Alors là, on va réaliser quelques radios complémentaires pour finaliser le bilan radiologique du cheval avant l'opération qu'il doit subir demain matin. Cyril est le chirurgien qui va s'occuper d'Ultimo. Les radios vont lui permettre de localiser un bout d'os qui se balade dans l'articulation de la patte arrière du cheval. C'est ce fragment qu'il doit enlever. Pour l'instant, le cheval ne souffre pas, mais s'il n'est pas opéré, son articulation pourrait devenir douloureuse et freiner ses performances sur l'hippodrome. Au passage, Cyril en profite pour contrôler les autres membres du cheval. C'est le bilan global du cheval. Au cas où il y ait dans une autre articulation un autre fragment d'os qui se balade. Pour éviter en fait au cheval de subir plusieurs anesthésies générales. Si rien n'est laissé au hasard, c'est parce que ces chevaux de course coûtent des dizaines de milliers d'euros.
Les 4 radios, ça va ou faut en refaire après? Non, c'est bon. Il n'y a aucune anomalie à signaler. Tout va bien, Ultimo ne sera donc opéré que d'une seule articulation comme prévu. Une intervention qui pourrait tout de même coûter jusqu'à 2 500 € à ses propriétaires. Avant d'entrer au bloc stérile, notre patient a besoin d'être le plus propre possible. Le cheval a donc droit à un récurage complet des sabots. Je veux bien juste un petit boudin. Et même à une petite mise en pli. On va attacher un peu la crinière pour que les crins ne viennent pas à l'endroit où on va poser le cathéter, qui est l'endroit qui est ici, qu'on a tondu hier. Fais attention à garder l'axe, cet axe-là de ta veine. Voilà, c'est bon. Allez mon loulou, c'est normal. Hop. Dernière étape avant l'opération, l'anesthésie. Et tu mets la tête de l'autre côté à l'autre porte. Manuel est la vétérinaire qui va superviser l'endormissement d'Ultimo, effectué par des internes. Vous n'arriverez pas à faire mieux maintenant. N'essayez pas parce que vous allez le stresser. Donc on prend sa fréquence cardiaque et on lui injecte son produit de tranquillisation. L'opération est beaucoup plus délicate qu'elle n'en a l'air, car le cheval va tomber en s'endormant. Les deux femmes doivent donc veiller à ce que l'animal ne se blesse surtout pas lorsqu'il se couchera. Sans t'appuyer, ça me va bien. Et quand je te dirai, tu pousses de toutes tes forces pour essayer de l'amener contre le mur là-bas. Voilà, il est en train de se coucher. Hop là. Impeccable, parfait. Et on va le coucher sur le côté. C'est bon. Une fois le cheval endormi, il faut maintenant l'emmener jusqu'au bloc opératoire. Mais un animal de cette taille ne se transporte pas n'importe comment. Et on va lui attacher les pieds pour pouvoir le porter jusque dans la salle de chirurgie. Un cheval pèse en moyenne 400 kg. Pour soulever un tel poids, la clinique a dû s'équiper d'un dispositif ingénieux. Les 4 membres de l'animal sont tout simplement attachés à un système de poulies monté sur un rail. Grâce à cette espèce de téléphérique, le cheval peut être acheminé en toute sécurité jusqu'à la table d'opération. C'est vraiment ce qui s'appelle avoir les 4 fers en l'air. Ça, on va opérer le boulet sur ce cheval-là. Le chirurgien prépare maintenant la zone d'intervention. Pour faciliter ses gestes opératoires, la patte gauche du cheval est soutenue par une sangle. L'opération que Cyril va pratiquer s'appelle une arthroscopie. Elle s'effectue à l'aide d'une petite caméra introduite dans l'articulation. Donc ça, c'est une partie de la caméra qui va rentrer dans l'articulation pour nous permettre en même temps de faire rentrer de l'eau pour augmenter le volume de l'articulation. Tu te mets la rotule, Manu, c'est bon? Donc j'ai une arrivée d'eau, j'ai une arrivée de lumière. Et maintenant, je regarde dans la télé mon articulation. Une fois la caméra en place, le chirurgien pratique une autre incision juste à côté pour y faire pénétrer ses instruments. On voit le petit morceau qui est juste là, accroché sur la première phalange. C'est le petit morceau qu'on va aller retirer. Il bouge un petit peu, hein. Il est encore attaché, mais légèrement attaché. Toute la difficulté du truc, c'est d'être le plus méticuleux possible pour ne pas aller abîmer, par exemple, cette structure-là, qui est ici, qui est une autre partie de l'articulation là, qui est très belle, qui est absolument nickel, avec un cartilage qui est très joli, très blanc, très lisse. Une heure et demie plus tard, l'intervention se termine. La patte du cheval est alors enveloppée dans un gros bandage. Ultimo n'a plus qu'à regagner le box de réveil grâce au même système de treuillage qu'à son arrivée. Avant qu'il sorte de son sommeil, les vétérinaires lui posent des guêtres en mousse, car le réveil est aussi une étape très délicate à gérer. Et donc on met des protections supplémentaires sur les membres pour éviter qu'ils se blessent pendant cette phase de réveil. Alors c'est des box qui sont capitonnés avec des sols en mousse, etc.
Il peut toujours venir se blesser avec un autre sabot, avec je ne sais quoi, donc du coup on essaie de protéger au maximum. Preuve que la clinique ne recule devant rien pour éviter les accidents, Ultimo est carrément placé sous surveillance vidéo pendant toute la durée de son réveil. Une fois qu'on les a laissés tout seuls dans le box parce qu'ils sont suffisamment prêts à pouvoir se lever, on les surveille par cette caméra-là, par cet écran de contrôle-là, pour voir s'ils se réveillent bien, s'ils ont tendance à tomber ou pas, pour voir s'ils respirent bien. C'est toute la difficulté de soigner de tels chevaux. La moindre faute d'inattention, et la bête pourrait ressortir avec des blessures qu'elle n'avait pas en entrant dans la clinique. Une catastrophe pour un animal de ce prix. Coucou petit loup. C'est bien réveillé? Et alors oui, c'est bien réveillé, il a pris son temps et puis du coup il s'est réveillé très bien, il s'est levé très bien tout seul. Il est suffisamment stable, c'est-à-dire capable de marcher, pour qu'on le ramène dans son box. Donc quand on les ramène dans leur box, en général, on se met devant leur tête parce qu'ils ont tendance à vouloir partir très vite vers l'avant. Et on fait des grands virages pour éviter qu'ils touchent les murs. C'est bien mon loulou. Hop. Voilà. On va surtout regarder s'il est confortable. Allez, montre-moi que t'as pas mal à la patte. Voilà, ben c'est parfait. Il a pas mal du tout, il boite pas. Il a pas le nez qui coule. Impeccable, tout ça c'est très bien. Il va pouvoir rentrer chez lui. C'est quand même toujours plus agréable. Après quelques semaines de convalescence, Ultimo pourra donc retourner se frotter au meilleur sur les champs de course. Aux côtés des anges gardiens qui soignent les animaux, il y a aussi ceux qui les protègent. En France, de nombreuses fondations et associations se battent quotidiennement pour le bien-être de nos compagnons. Et leur action ne se limite pas à l'accueil des chiens et des chats perdus ou abandonnés. La plus connue d'entre elles, la SPA, a créé une cellule anti-trafic. Ce pôle unique en France enquête sur le commerce illégal d'animaux revendus à prix d'or. Il travaille aussi sur les mauvais traitements infligés par certains éleveurs. Le nom du lieu-dit, c'est bien là. D'accord, donc ça doit être au bout là-bas, on va pas trop s'approcher. C'est la ferme qui est là-bas. Là. Julien est l'un des agents de cette cellule. Planque, infiltration, repérage par photosatellite, tous les moyens sont bons pour accumuler des preuves contre les bourreaux de nos amis les bêtes. Les chenilles sont juste là. Je vais prendre la caméra et essayer de prendre un maximum d'images en étant le plus discret possible. Les techniques d'investigation pour accumuler des preuves sans attirer l'attention, ce détective de la cause animale les connaît par cœur. Car avant de travailler à la cellule antitrafic, Julien était gendarme. Je regarde un peu si on ne trouve pas des cadavres éventuellement de chiens. Je jette un œil, quoi. Son ancien métier lui a appris la rigueur et la patience, deux qualités indispensables pour faire aboutir une enquête. Et quand il n'est pas sur le terrain, c'est à Vichy, dans les locaux de la cellule antitrafic de la SPA, que Julien prépare ses enquêtes. Il partage son bureau avec la fondatrice de cette unité si particulière. Tu vois, on est déjà mardi. T'as toutes tes enquêtes à préparer, même si Sandra t'aide. Hein. Pour mener à bien sa mission, Brigitte s'est entourée de 4 enquêteurs aussi motivés qu'elle. Patrice, la saisie, elle est budgétée, donc faut faire vite. Hein. Tiens, Pépita, si tu veux bien, regarde, je viens de recevoir ça. Ensemble, ils mènent une traque sans merci contre les oppresseurs des animaux. La maltraitance, ça me laisse sans voix. Mais par contre, croyez-moi que je sais l'utiliser pour la dénoncer, ma voix. Le chien, principalement, a une confiance incroyable envers l'être humain. Et de trahir tout ça, cette affection, cet amour qu'ils ont envers nous. D'ailleurs, on ne doit pas être si mauvais puisqu'ils nous aiment tant. Et plus cette confiance, c'est insupportable pour moi. Et c'est pour ça que je me bats depuis 20 ans, même plus, puisqu'auparavant, j'étais bénévole. Comme ces dizaines de classeurs en témoignent, en 20 ans,
la cellule a sauvé des milliers d'animaux en détresse. En 2012, elle a même réussi à faire démanteler le plus gros élevage canin de l'ouest de la France. Une belle victoire pour Julien, qui a personnellement travaillé sur ce dossier. Tiens Brigitte, j'ai les vidéos de la dernière saisie, là, si ça t'intéresse. Je viens de les sortir, là, je les ai mis sur l'ordinateur. Ça m'intéressait. Tu vois bien, là, les conditions de détention et tout ça, c'est dégueulasse. C'est affolant, hein. Regarde ça. C'est ce qu'on a vu. T'as vu la crasse et tout Ces images ont été tournées en caméra cachée lors de la saisie. Ce jour-là, les services vétérinaires et la gendarmerie ont récupéré 180 chiens et chats détenus dans des conditions d'hygiène scandaleuses. Beaucoup étaient malades, certains carrément squelettiques et parqués dans des enclos sans abri en plein hiver. Faut pas oublier qu'il faisait moins 10 dehors, qu'il y avait des chiens de boxers qui étaient d'une maigreur, qui tremblaient de froid. Mais il y a pire. Dans cette ancienne hangar à bétail, des centaines de chiens adultes étaient confinés dans des cages de 2 mètres carrés. Ils vivaient dans le noir, sans eau ni nourriture. Dans la maternité, même constat sinistre. Les 33 chiots grandissaient sur un lit d'excréments et d'urine. Enfin, dans une pièce à part, la plupart des chats avaient les yeux collés par le pus provenant de blessures non soignées. Certains étaient presque aveugles. Ils voient jamais la lumière. Ils voient rien. Ils connaissent rien de la vie. C'est des machines à reproduire. Et voilà, et leur courte vie va se passer là-dedans. Quand ils pourront plus reproduire, Dieu sait ce qui va leur arriver. Et avec les yeux crevés par les grillages qui sont retournés et tout, là, c'est affolant, quoi. Des élevages aussi terribles sont heureusement exceptionnels en France. Le problème, c'est qu'il est impossible d'y mettre un terme sans une solide enquête préalable. En l'occurrence, le cas de cet éleveur représente à lui seul 2 gros classeurs. Dans ces classeurs, il y a les photos, les témoignages, nos résultats d'enquête, pour aboutir à cette saisie du 17 janvier. Regarde-moi ça. Ils ont tous des tumeurs, ils ont tous. Ils les épuisent, de toute façon. Dans ce cas, épuisé est même un euphémisme. Ces chiennes ont été forcées d'allaiter intensivement leurs petits. Du coup, leurs mamelles ont développé de graves tumeurs. Il fallait à tout prix intervenir pour les sauver. Une vie de sauver, c'est une vie de sauver. Faut pas oublier qu'un chien ou qu'un chat, ça vit très peu de temps, et de leur petite vie, d'être aussi esquinté comme ça, c'est insupportable. Après la saisie, Brigitte et son équipe ont sablé le champagne. Mais ils ont vite déchanté. Dans un instant, vous découvrirez que cet éleveur déjà poursuivi pour maltraitance animale a continué son activité en toute illégalité. Il y a des excréments partout, l'eau est remplie de copeaux, elle ne s'est pas nettoyée. Pris la main dans le sac pour la seconde fois en quelques mois seulement, quelle sera sa réaction? Parviendra-t-il à nous convaincre de sa bonne foi? Vous jurez qu'on fonctionne. C'est encore des chiens qui partent comme ça fait mal. Ça, je peux pas, j'en ai marre. Au centre hospitalier vétérinaire d'Arcueil, vous constaterez que les vétos de choc continuent d'enchaîner les urgences à un rythme infernal. Tu peux lui préparer une perf. Avec bien sûr les succès qui boostent le moral. Bon, les choses évoluent très bien et on est assez confiant sur le devenir de ce petit animal. Mais aussi les échecs, toujours difficiles à encaisser. On est celui qui annonce les choses et c'est jamais facile. Enfin, vous découvrirez qu'entre massage musclé comme ça, et thalasso plutôt surprenante, je sais pas si elle a mis son maillot de bain. Laurent ne recule devant rien Ça me merde. Oui. pour chouchouter ses vaches. Nous sommes dans l'ouest de la France. Il est 8 heures. La gendarmerie, les services vétérinaires et la SPA interviennent pour la seconde fois chez l'éleveur qui avait déjà fait l'objet d'une saisie quelques mois plus tôt. Alors qu'il risque une lourde condamnation en justice, l'homme a recommencé son élevage de chiens. Les gendarmes ont été avertis du fait qu'il ait à nouveau des chiens
Et donc le procureur a décidé de saisir la vingtaine de chiens. Donc nous, on est ici avec des équipes spécialisées pour les récupérer, pour après les mettre à l'adoption. Dans cette affaire, la SPA et les autorités travaillent main dans la main pour récupérer les chiens. Nous n'avons pas été autorisés à pénétrer dans l'élevage pendant l'opération, mais la description de Tamara de la SPA prouve que rien n'a vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y a des excréments partout, l'eau est remplie de copeaux, c'est pas nettoyé, enfin, il y a une odeur assez nauséabonde qui sort, ça reste très sale, malgré le peu de chiens qu'il y a cette fois-ci. Les chiens seront d'abord transportés dans un local spécialisé. Puis la justice les confiera à la SPA afin qu'elle puisse les proposer à l'adoption dans ses refuges. Pour Julien, c'est encore une vingtaine d'animaux sortis des griffes de l'exploitant. Les mauvais traitements, il connaît très bien et malgré le fait qu'il s'en défende en disant qu'il aime ses animaux, il les aime peut-être mais très mal. Et quand on ne sait pas faire le métier d'éleveur, on ne le fait pas, quoi. Et surtout pas dans ces conditions. Une fois la saisie terminée, l'éleveur et sa femme ont accepté de nous rencontrer pour se justifier. SPA est derrière tout ça depuis le départ, en disant que nos animaux étaient maltraités et on s'est fait enlever nos chiens. Pour eux, c'est l'élevage, c'est l'usine, on n'aime pas nos chiens. Voilà, ça c'est clair et net. Vous jurez qu'on aime nos chiens. C'est pas comme des chiens qui partent, ça fait mal. Ça, je peux pas, j'en ai marre. Ces larmes sont-elles bien sincères? Difficile à croire. Car cet éleveur est tout de même poursuivi en justice pour acte de cruauté envers les animaux. Il risque jusqu'à 2 ans de prison ferme. Il a donc tout intérêt à plaider sa cause et nous propose même de faire le tour de ses installations. Les copeaux étaient changés tous les 3 jours, les crottes sont enlevées 3 fois par jour. Et ça encore, ça ne leur suffit pas. À droite, les images tournées lors de la première saisie au même endroit. L'éleveur semble donc avoir fait quelques efforts en matière d'hygiène. Il tient à nous montrer que c'est aussi le cas pour la nourriture. On nous a accusé aussi qu'on ne donnait pas à manger à nos chiens. Là, ça prouve encore qu'on avait encore de la réserve de croquettes. On a 2 palettes de croquettes, donc une pour les gros chiens, une pour les petits chiens, puis les chiots. On a toujours eu des croquettes pour les chiens. Les chiens, quand sont partis, n'ont jamais été maigres. Le problème, c'est que les images tournées lors de la première saisie prouvent exactement le contraire. Certains chiens n'étaient pas maigres, ils étaient carrément squelettiques. L'éleveur nous emmène ensuite dans son installation principale, le hangar à bétail de 1000 m² où croupissaient une centaine de chiens. Les anciens box ont commencé à être démontés, mais là encore, l'exploitant nie tout problème. Bon, forcément, il y a la lumière, on a les lions partout. Les box faisaient donc 3 mètres par 2, donc 6 m². Donc on voit, il y avait des copeaux dedans. Voilà. Tout votre chenil est comme ça? Tout notre chenil est comme ça. C'est pas du tout ce qu'ils ont décrit. Hein. C'est pas du tout ce qu'ils ont décrit, et tout le chenil est comme ça. Ils ont parlé de trucs en bois. Oui, on a une partie qu'on avait encore, et je vais vous le faire voir. C'est à cette partie la plus insalubre du chenil que nous faisons référence. L'éleveur vient donc de reconnaître qu'elle existe bien. À contre-cœur, il finit même par nous y emmener. Voilà, ça c'est la partie soi-disant qui était insalubre, donc on avait commencé les travaux. Là oui, on avait commencé à mettre les parpaings pour pouvoir mettre les canalisations dessus pour les relier à la fosse. Quelques parpaings alignés en guise de travaux, on est encore très loin d'un élevage aux normes, même s'il affirme que ce n'était qu'une question de temps. Et là on avait pour à peu près 1 mois de travaux. Donc faut pas me dire que les chiens n'auraient pas pu vivre même 1 mois de plus ici. Il y a beaucoup d'élevages où les chiens ont beaucoup plus petit que ça et on leur dit rien du tout. Cet éleveur aurait-il vraiment attendu de moderniser complètement son installation avant de se relancer dans un élevage à grande échelle? Ce qui est certain, c'est que la justice n'a pas voulu prendre ce risque. J'espère qu'il ne recommencera pas. Mais de toute façon, on fait le maximum. Et puis, tous les animaux qu'on vient de
de saisir et qui sont maintenant à l'abri. Au moins, tous ces animaux sont sauvés et tomberont, j'espère, dans de très bonnes familles. Et enfin, en tout cas, ils ne seront pas pires qu'ici, ça c'est certain. Pour Julien, peu importe la sanction dont cet homme écopera finalement en justice. Ce qui compte avant tout, c'est qu'il cesse de faire du mal aux animaux. Au centre hospitalier pour animaux, la journée commence par une mauvaise nouvelle. Comme Bach, le gros chien noir, arrivé la veille pour un problème de vésicule biliaire très critique, avait été placé sous morphine en attendant son opération. Mais il est malheureusement décédé pendant la nuit. Un coup dur pour Fanny, qui l'avait accueilli. C'est un métier qui fait que le soir, quand on rentre à la maison, la journée ne s'arrête pas parce qu'on continue à réfléchir, on continue à se poser des questions, à se dire est-ce que j'aurais pas dû faire ça, est-ce que j'aurais dû faire autrement. On a toujours peur en arrivant à la clinique d'en avoir perdu un, comme il s'est arrivé ce matin. Et on est celui qui annonce les choses et c'est jamais facile, jamais facile. C'est un gros, un petit? 70 kg, donc c'est comprimé à 50 mg, t'as qu'à en donner 2 le soir au coucher. Spartacus, c'est un bulldog anglais de 11 ans, je crois. Il est 8h30. La ronde du matin s'organise. Les vétérinaires et les infirmiers passent en revue tous les animaux hospitalisés et préparent le plan de bataille de la journée. Juste pour l'organisation, il y a 2 pansements. Si vous avez à lancer un, tant mieux. Pendant ce temps, vous lancez la fracture vertébrale. Il y a le piomètre dans la foulée. La chirurgie de l'oreille, ça commence à être tendu un petit peu. Allez, ça roule. Allez, ma grande. Première mission, libérer Tam, la chienne qui s'est fait retirer une grosse tumeur. Bien remis, l'animal a gagné son passeport pour rentrer chez lui. Attends, Lolo. Attends, doucement. Doucement. Avant d'être rendu à sa propriétaire, Tam est auscultée sous toutes les coutures. Elle va très bien. Elle a très bien récupéré la chirurgie. Déjà hier soir, en fait, elle faisait un peu la fofolle dans sa cage. Donc elle va sortir aujourd'hui. Voilà, elle appelait assez jolie. Elle avait arraché à moitié le pansement malgré la collerette. Adrien, elle a mangé ce matin? Ouais. Et c'est enfin l'heure des retrouvailles pour Tam et sa maîtresse. Oh, c'est un pauvre chien qui était très malade. Oh là là. Parce que je suis quand même un chien qui fait tout avec sa maîtresse. Jusqu'à prendre l'avion. Le duo est aux anges. L'opération de Tam n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. Eh bien, vendredi pour le contrôle. L'analyse de la tumeur révélera finalement qu'elle n'était pas cancéreuse. Tam est donc vraiment sortie d'affaire. Aux urgences, le rythme infernal continue. Un nouveau cas vient d'arriver. C'est un petit chat nommé Héphaïstos. Et c'est Florence, l'une des cliniciennes, qui va s'en occuper. Tu peux lui préparer une perf et le mettre sous oxygène. Je pense qu'il a été intoxiqué. Il est à 41 en température. 41 ? Oui. Complètement désorienté, le félin ne réagit plus aux stimulations. Là, il est en état de choc, en fait, un petit peu le chat. Là. Il respire très vite, son cœur est très rapide, et on voit qu'il a des difficultés à respirer, il bave, donc c'est vrai qu'on peut penser à une intoxication en premier lieu. Là, il a très chaud, il est en hyperthermie, donc il faut prendre des mesures rapides, le mettre sous perfusion, le mettre sous oxygène et le refroidir rapidement. Ok, je peux vous laisser, je vais aller voir les gens pour savoir un petit peu plus ce qui se passe. Héphaïstos appartient à ce jeune couple. Monsieur le docteur Mugneret, bonjour. Bonjour. Ils ont fait 3 heures de route en catastrophe pour donner une chance à leur chat d'être sauvé. Vous venez exprès de Dijon, c'est votre vétérinaire qui vous envoie. Et là, qu'est-ce qui vous a alerté ces derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a commencé à rester caché, par exemple dans mon armoire. Depuis quand? 2-3 jours. Oui. Puis, hier après-midi, il a commencé justement à avoir les moustaches qui frétillaient, à avoir des soubresauts et puis il s'est fait pipi dessus aussi.
Quand vous lui parliez, est-ce que vous aviez l'impression qu'il était présent ou est-ce qu'il était plutôt perdu? Les premières crises qu'il a fait, ouais, mais après, quand on est revenu chez le vétérinaire, il était... D'accord. J'ai été regarder votre animal qui a été pris en charge au fond parce que c'est vrai que son état est quand même assez critique. Là, il voit plus, il est un petit peu tout perdu, son cerveau est en train de griller entre guillemets, d'accord? Il faut qu'on arrive à stopper ces crises parce qu'on ne pourra rien faire sans ça. On ne peut pas envisager une anesthésie ou même de l'envoyer en IRM avec une température à 41 degrés. Ça, c'est pas possible. Je suis obligée de vous le dire, je sais que c'est pas sympa, mais il faut que vous soyez consciente que là, son état est quand même critique. D'accord. Pour les jeunes maîtres, c'est un choc. Héphaïstos va être gardé en soins intensifs pendant 24 heures afin de stabiliser son état. Au revoir. S'il va mieux d'ici là, il pourra passer des examens plus poussés. Je pense qu'ils ont bien compris la gravité de la maladie et bon, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Les jeunes Dijonnais seront tenus informés tout au long de la journée de l'état de santé de leur chat. Et ce soir, ils dormiront à l'hôtel pour rester proches de lui. Au bloc opératoire, Cyril, l'un des chirurgiens du centre hospitalier, s'occupe de son premier patient. C'est ce gros pépère nommé Willy. Il souffre d'un petit problème qui lui gâche la vie. C'est un chien qui ronfle quasiment en permanence, mais là n'est pas le problème. C'est que c'est un chien qui a beaucoup de difficultés à l'effort, difficultés à la chaleur. C'est un chien qui ne peut pas sortir dès qu'il fait un petit peu chaud. Les gens sont obligés de le mouiller et de le sortir de quelques minutes. Et dès qu'ils le rentrent, ils le font boire, ils l'humidifient avec un arrosoir. Il faut qu'il puisse retrouver une vie de chien en fait. Alors pour que Willy retrouve sa vie de chien, Cyril procède à une opération à gueule ouverte, guidé par une caméra. Là, je suis au fond de la gorge, vous voyez, le chien essaye de respirer. À chaque fois qu'il essaye de respirer, hop, il est gêné par ce morceau de chair. Si je lui retire ce morceau de chair, hop, d'un seul coup, il peut respirer beaucoup plus facilement. Cyril va donc enlever ce bout de chair qui obstrue le fond de la gorge. C'est une chirurgie assez minutieuse et qu'on va faire au laser. Ça permet de faire une découpe extrêmement précise. Et donc ça permet à l'animal aussi de récupérer beaucoup plus facilement avec moins de risque de complications. Tu mettras, Géraud, s'il te plaît, l'aspiration. Une fois le voile du palais découpé au laser, l'amélioration est flagrante. Il n'y a aucune contrainte pour que l'animal puisse respirer, l'air entre tout seul. Donc l'animal, dès la phase de réveil, il devrait se réveiller très calmement. Et surtout, ça devrait lui changer la vie au niveau de la respiration. Willy va enfin pouvoir respirer normalement et arrêter de ronfler. Après son opération, il sera transféré au chenil d'hospitalisation, où se trouve déjà Florence. Elle contrôle l'état de santé d'Héphaïstos, le petit chat qui était en état de choc. 38 en température, donc c'est plutôt bien. Là, il respire vraiment mieux. Hein, Silou, ça va? Il est un petit peu plus présent, donc c'est plutôt une bonne chose. On contrôle de température cette nuit, et puis on espère que demain ça ira pour faire l'IRM et puis le bilan sanguin. Voilà, c'est bien, je suis contente de le voir comme ça. Le lendemain matin, la ronde est un peu plus rock'n'roll que d'habitude. En pleine forme, Willy, le bulldog ronfleur, fait une tentative d'évasion. T'arriveras pas à être plus têtu qu'un bulldog, c'est pas possible. Donc en tout cas, il va très bien ce matin. Il a bien mangé, il a bien bu, il n'y a pas de trouble digestif. Au niveau respiratoire, il est parfait. Il est juste un petit peu têtu. Hein, mon Lolo? Cette tête de mule est donc prête à rentrer chez elle. Ah oui. Cyril rend le bulldog à ses maîtres avec une petite mise en garde. Voilà. Bon, moi j'en ai terminé pour Willy. Maintenant, la difficulté pour vous, c'est que la nuit, il ronflait et ça vous berçait. Maintenant, vous risquez de plus l'entendre. Ah oui. Je pense que ça va lui changer la vie, puis à nous aussi. On l'entend plus. On l'entend plus. Enfin, presque. Vu qu'il ne voit jamais. Bonne journée, merci.
De son côté, Héphaïstos va mieux. Malgré un pronostic vital assez pessimiste, sa situation s'est stabilisée pendant la nuit. L'animal a retrouvé suffisamment d'énergie pour supporter une batterie d'examens. Là, on est en train de l'endormir et de l'intuber pour qu'il puisse aller faire son IRM. Le but de cet examen est de vérifier l'état de son cerveau et de trouver la cause de sa maladie. C'est bon pour le cœur. Ce test ne révèle rien d'alarmant. Florence se montre plutôt sereine pour l'avenir. Il n'y a pas de masse au niveau du cerveau qui pourrait expliquer les crises, donc ça c'est plutôt bien. C'est peut-être tout simplement de l'épilepsie idiopathique où on n'a pas de cause identifiée, c'est juste un chat qui est épileptique parce qu'il a un seuil de stimulus un petit peu plus bas que la normale. Donc ça c'est moins grave qu'une tumeur ou une inflammation, donc c'est plutôt une bonne chose. Rassurée, la vétérinaire va pouvoir annoncer la bonne nouvelle au maître d'Héphaïstos. Bonjour, je suis désolée pour l'attente. Bon, alors écoutez, au niveau des nouvelles, donc on a fait l'IRM, on n'a pas de tumeur ou ce genre de choses. Depuis hier, il n'a pas refait de crise, hein, donc ça c'est une bonne chose. Ce couple de Dijonnais est soulagé, le voyage valait vraiment le coup. Je vais l'amener tout de suite. À chaque fois, on se réveillait avec la peur que le téléphone sonne, que c'est... Bon. Ouais. Je pense qu'on va décompresser un petit peu. Ouais, ça fait du bien. Donc on l'a un petit peu tondu ici pour faire sa ponction de liquide. Hein. D'accord. Salut toi. Et un petit peu dans le gaz encore. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il voit quelque chose un peu. Ouais. Héphaïstos peut donc repartir à Dijon. Mais il devra tout de même suivre un traitement assez lourd pour limiter ses crises d'épilepsie. Pendant ce temps-là, un nouveau pensionnaire vient d'intégrer le chenil. Ce Yorkshire a eu la colonne vertébrale brisée par la morsure d'un labrador. Demain, il subira une opération chirurgicale de l'extrême que très peu de vétérinaires savent pratiquer. En Bretagne, Laurent, notre vétérinaire rural, continue ses tournées. Aujourd'hui, il rend visite à un éleveur de 85 vaches laitières. C'est laquelle? Celle-là au bol, là. L'une d'entre elles ne produit plus de lait. Pour poser son diagnostic, le vétérinaire ausculte l'animal en lui donnant des petits coups secs sur l'abdomen. Alors ça, c'est un geste pour voir si la vache fait pas un déplacement de caillette. Donc la caillette, c'est l'équivalent de notre estomac. Chez les vaches qui viennent de véler, cet organe situé à droite peut se dilater et migrer du côté gauche après le passage du veau. Or, c'est effectivement ce qui est arrivé à cet animal. Mais une opération pour remettre sa caillette au bon endroit risquerait de l'affaiblir et coûterait très cher à l'éleveur. Du coup, Laurent va tout tenter pour éviter d'en arriver là. On va faire un soleil à la vache. Donc là, on va simplement essayer naturellement de ramener la caillette dans sa position. Pour mettre sur le dos une vache de 500 kg, doucement, doucement. Il faut une corde, juste la toucher, c'est bon. 2 éleveurs déterminés, juste la laisser comme ça, 30 secondes. Et un vétérinaire prêt à se retrousser les manches. La vache reçoit ensuite une sorte de massage taille assez vigoureux. On fait un petit massage, c'est pour essayer de la décoller un peu. Faire en sorte qu'elle retrouve un petit peu de mobilité parce qu'elle va être par là. On va essayer de la mettre sur le dos. Entre 2 pétrissages intensifs, Laurent vérifie si l'organe réagit à la stimulation. Vous avez enlevé le maximum à la main? Oui, mais sa caillette.
là, elle est déjà revenue par ici. C'est bon, au bout de quelques minutes, la caillette a bien repris sa place. On va rester 2-3 minutes comme ça, le temps qu'elle revienne bien, et puis après, elle pourra repartir vaquer à ses occupations. Allez, allez, allez. Voilà. Ah bah tu vas pas dormir maintenant. Cette vache a de la chance. Elle vient d'échapper à une opération. Voilà, c'était un roulage de vache. On va la surveiller sur les 2-3 prochains jours, et puis si tout se passe bien, ça sera qu'une partie de plaisir, et ça sera oublié rapidement, donc on ne sera pas obligé de l'opérer, ce qui sera toujours aussi intéressant pour la récupération de la vache et puis pour les éleveurs. Voilà, opération réussie. On peut dire. Mais le vétérinaire n'en a pas fini avec les pensionnaires de cet élevage. Fini la kinésithérapie, place à la gynécologie. Ce boîtier est un échographe portatif qui permet de savoir si les vaches sont pleines ou non. Un test de grossesse pour bête à cornes, en quelque sorte. Le vétérinaire va examiner à la chaîne 25 vaches du troupeau. Pour l'exploitant laitier, l'enjeu est capital. Le fait d'avoir un veau, c'est ce qui permet à la vache de donner du lait. Plus rapidement elle est mise en reproduction après son précédent vélage, mieux c'est, on va dire, d'un point de vue de la production du lait, de la récupération du lait. Donc, et c'est simplement parce que plus la vache tarde, plus ça a aussi un coût pour l'élevage de nourrir une vache, et, alors qu'elle n'est pas productive. Il n'y a rien de bon. Justement, cette vache-là n'est pas productive. Laurent poursuit son inspection dans l'espoir de trouver la trace d'un petit veau. Là, j'ai rien dedans. Et quelques patientes plus tard, il découvre enfin une bonne surprise. C'est plein. Un petit veau à l'intérieur de la vache. On voit le cœur en train de battre en plein milieu. Là, on voyait les côtes. Toutes les petites stries, c'est les côtes. Voilà. Là, on voit son corps avec la colonne vertébrale. Au total, Laurent repère 3 petits veaux à naître. L'éleveur et le vétérinaire se donnent donc rendez-vous le mois prochain pour refaire un contrôle. Kiné, gynéco, dans son métier, Laurent cumule les spécialités. C'est toute la difficulté, mais aussi l'intérêt de ce travail. Il faut savoir à peu près tout faire. On est médecin, on est chirurgien, on est anesthésiste, on est pédicure, podologue si on peut dire, gastro-entérologue, gynécologue. On a un petit peu toutes les étiquettes. Faut être polyvalent dans le métier. Et ce n'est rien de le dire, car Laurent s'est même récemment lancé dans une toute nouvelle activité. La balnéothérapie pour vaches. Donc nous voilà à la piscine avec la vache. Donc, je sais pas si elle a mis son maillot de bain, mais bon. Ça va, mes mères? Oui. Oui, ça va. Cette noiraude barbote depuis quelques heures dans une cuve de 2700 litres d'eau chauffée à 40 degrés. Donc ça, c'est un moyen d'aider les vaches à se remettre debout. Donc celles qui ont eu des traumatismes au niveau du bassin ou qui sont restées longtemps couchées. C'est un moyen de les remettre, de profiter de la poussée d'Archimède pour les remettre à peu près stables sur leurs pattes. Donc elles ont beaucoup moins de difficultés à tenir debout en étant dans l'eau. On peut les laisser plusieurs heures dedans, le temps qu'elles fassent leur petit mouvement et qu'elles récupèrent assez vite de la motricité. Et quand la vache a bien récupéré, elle sort en marchant et elle repart dans les champs. C'est bien. Ouais, donc ça, elle tient bien. Pour le propriétaire de la vache, cette méthode douce est une alternative aux soins plus invasifs et surtout plus chers. Non, elle est bien là. C'est aussi bien que la seringue ou que la perfusion ou que... Oui, non, mais
C'est beaucoup moins de stress aussi pour la vache après, quoi. C'est vrai que le bien-être animal est de plus en plus pris en compte maintenant sur les animaux comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est une méthode qui est relativement peu agressive pour l'animal. Peut-être un peu stressante au départ parce que la bête va pas aimer se retrouver dans de l'eau, c'est pas son milieu naturel. Mais par contre, on voit que derrière, une fois qu'elle est dedans, elle supporte très bien et c'est relativement doux pour elle. Non, ça te dit pas? Pas encore l'heure de l'apéritif? Bon, bah c'est tout. Cette vie au grand air, notre vétérinaire n'y renoncerait pour rien au monde. Pour lui, c'est sûr, le bonheur est dans le pré. Le soleil, voir les animaux, se promener comme ça dans la nature, être avec des éleveurs avec lesquels le relationnel se passe très bien, ça fait partie des bons moments de la journée. À la cellule antitrafic de la SPA, Julien vient de démarrer une nouvelle enquête. Ces dernières années, le trafic de chiots a explosé grâce au développement d'Internet. Alors celui-là, je vais le mettre de côté et on va commencer un dossier sur cette personne. Aujourd'hui, le web est inondé de petites annonces de particuliers qui proposent de vendre leurs chiots. Mais généralement, ces bêtes proviennent tout droit d'Europe de l'Est et sont entrées en France avec de faux papiers. Là, par exemple, on a en vente une mini femelle chihuahua. Le numéro de la puce, c'est une puce étrangère. Un numéro d'identification qui commence par autre chose que 250. De toute façon, c'est un chien étranger. Donc là, c'est typiquement déjà du travail dissimulé et de l'importation illégale d'animaux. Parce que là, il n'y a aucune mention que cette personne est professionnelle. Donc un particulier ne peut pas importer pour vendre des animaux en France. Pour nous le prouver, Julien nous propose d'appeler directement la propriétaire de ce bébé chihuahua en se faisant passer pour un acheteur potentiel. Oui, je vous appelle parce que j'ai vu une petite annonce concernant la vente d'un petit chihuahua et je voulais avoir un peu plus d'informations. J'en ai une forme blanche, j'en ai une qui est bringée et j'en ai 2 chocolats. D'accord, vous en avez 4 et ils sont de la même portée alors? Non, j'en ai 4 qui sont de la même portée. Et ensuite, les 2 chocolats sont d'une autre portée, et la bringée est d'une autre portée aussi. Ah ouais, c'est super ça, impeccable. Et c'est des chiens qui viennent de chez vous, alors c'est votre... Non, en fait, moi je suis en train de monter mon petit élevage. D'accord. Et cet été, je suis parti en Slovaquie, donc j'ai ramené des petits chiots. Ah oui, d'accord, super. Et c'est légal, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ah oui, tout à fait légal. Hein. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, au revoir. Là, c'est un trafic. Le chien en Slovaquie coûte entre 100, 150 jusqu'à 300 € en gros. Et revendu en France, vous voyez, 1200 €. Voilà, donc il suffit d'aller chercher une dizaine de chiens là-bas et vous achetez une voiture neuve. Avec de tels bénéfices, on comprend mieux pourquoi le commerce illégal d'animaux représente aujourd'hui le 3e plus gros trafic mondial, après les armes et la drogue. Un trafic qui intéresse beaucoup les mafias d'Europe de l'Est. Comme le prouvent ces images tournées en Hongrie, les conditions d'élevage y sont parfois si lamentables qu'environ 40% des chiots meurent de maladie peu de temps après avoir été vendus en France, souvent par des animaleries malveillantes ou même des particuliers comme celui que Julien vient d'appeler. D'où la nécessité de ne surtout pas acheter un animal à n'importe qui. On n'achète pas un chien sur Internet, on n'achète pas un chien par correspondance. Il faut se rendre sur les lieux d'élevage. Il ne faut surtout pas se laisser tenter par ce type d'annonce, ce type de site où on n'a aucune visibilité sur les reproducteurs. On ne sait pas du tout comment sont élevés les chiots. On ne sait pas aussi tout ce qui a été fait donc, au niveau vaccination, etc. Et bon, on encourage par ce biais le trafic. Julien vient justement de repérer une annonce qui propose des bébés chihuahuas d'origine hongroise à 1 000 € seulement, alors que le prix d'un chiot de cette race peut atteindre 1 500 € en France. Il suspecte que les chiots soient vendus avec de faux papiers et de faux certificats de vaccination.
Nous lui proposons d'en acheter un pour le vérifier. Le fait d'acheter un chien, c'est surtout très intéressant pour voir l'origine des animaux, voir la vaccination, enfin toutes ces informations qui vont nous permettre de savoir si les animaux sont légalement importés ou non en France. Julien et le fournisseur hongrois se sont donné rendez-vous dans une gare, un lieu pratique pour ce genre de trafic. Le contrebandier peut ainsi regrouper ses clients sur la ligne et livrer plus rapidement ses chiens. Le scénario est bien rodé. Hello. À peine arrivé, Julien reçoit un coup de fil de son contact. Le rendez-vous est fixé dans un fast-food aux abords de la gare. Nous avons filmé cet entretien en caméra cachée. À l'intérieur du restaurant, le trafiquant se présente avec un sac dans lequel se trouvent 3 chihuahuas qu'il a dû acheter 300 € maximum l'unité en Hongrie. Ce voyage va donc lui permettre de se faire plus de 2000 € de bénéfices en une seule journée. On va se mettre... Juste avant la transaction, Julien fait croire qu'il aimerait lui aussi profiter de ce marché très juteux. Il cherche à savoir combien de chiots son fournisseur pourrait lui livrer chaque mois. Et vous voulez le vendre, les chiots, aux animaleries ou Non, parce que ça marche bien sur Internet, on a beaucoup... Pour l'appâter, Julien lui propose de lui acheter jusqu'à 20 chiots par mois. 20 par mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je connais beaucoup je connais tous les éleveurs, donc ça peut aller. Le trafiquant semble mordre à l'hameçon. Mais pour l'instant, l'objectif est de repartir avec le bébé chihuahua. Elle est jolie celle-là. Ma femme va être contente. Comme convenu, Julien la paye 1000 €. Mais le fournisseur promet qu'il pourra descendre jusqu'à 800 € l'unité s'ils font affaire. Puis il repart livrer ses autres chiens. De son côté, Julien se rend chez un vétérinaire pour vérifier l'état de santé du chiot. Bonjour docteur. Bonsoir monsieur. Dis donc, t'as l'air bien vivant toi. Hein. Ouais. Par contre, oui. Nous avons baptisé cette petite chienne Gulli. Allez. La palpation abdominale est normale. Le cœur bat assez rapidement, mais il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'auscultation cardiaque. Au niveau des oreilles, il n'y a pas de gale d'oreille ou de parasites dans les oreilles, il n'y a pas d'otite. Enfin, a priori, c'est un chiot, moi, qui me paraît assez sain, quoi, voilà. Pour un chiot probablement élevé dans des conditions très limites, Gulli a donc de la chance d'être arrivé jusqu'ici en bonne santé. Reste la vérification de ses papiers. Selon son passeport officiel, elle aurait 4 mois. Là, je regarde les dents. Alors, les dents peuvent permettre d'avoir un petit peu une idée sur l'âge. On voit que les crocs sont tous bien sortis. Quand c'est bien sorti comme ça, a priori, on va dire qu'il a entre 2 mois et demi et 3 mois. Julien a donc vu juste. Les informations du passeport sont fausses. Et c'est évidemment tout à fait volontaire. L'âge, à mon avis, est un petit peu surévalué, ce qui permet effectivement souvent à ces éleveurs, en surévaluant l'âge, de pouvoir se débarrasser du chiot plus tôt parce que, disons qu'il y a des contraintes d'âge pour les vaccins et des contraintes de vaccins pour pouvoir passer les frontières. Mais Julien a détecté une autre arnaque. Le carnet de vaccination de Gulli semble à jour, alors que des examens démontreront quelques jours plus tard que c'est faux. La petite chienne n'a jamais été vaccinée. C'est ainsi que beaucoup de chiens meurent peu de temps après avoir été achetés à des vendeurs sans scrupules. Allez, entre. Que deviendra Gulli après ce tournage? Dans quelques instants, vous connaîtrez la fin des aventures de la petite Chihuahua. Oh, elle est toute petite. Vous assisterez également à une opération de la dernière chance pour sauver un Yorkshire d'une paralysie définitive. On ne sait pas ce qui va se passer dans les heures à venir. Nous sommes dans un refuge de la SPA dans l'Allier. Cette jeune femme rêve d'un animal de compagnie, mais elle aimerait en profiter pour faire une bonne action. Ça tombe bien, comme chaque année, le refuge est débordé à cette époque. Il y a des départs en vacances, tous les prétextes sont bons pour se débarrasser de son animal.
Lors de chaque adoption, la SPA demande une participation forfaitaire de 135 € pour les frais de tatouage, de vaccination et de stérilisation. Une somme dérisoire en comparaison de l'amour que cette jeune femme est prête à donner, mais elle doit d'abord faire un choix parmi les 90 pensionnaires du refuge. Vous savez ce que vous recherchez un petit peu comme genre de chien? Moi, je veux pas un chien en particulier, c'est vraiment... Vous voulez marcher au coup de cœur alors? Exactement. D'accord. Après, je veux pas un chien trop gros parce que je vis en appartement et je veux pas qu'il soit enfermé. Il faut vraiment que vous pensiez à tout. Aux vacances, frais vétérinaires, frais de nourriture et frais de toilettage. C'est ce que je dis à chaque adoptant, hein, que l'adoption soit vraiment un acte réfléchi. Hein. Donc ça, pour un appartement, c'est une chienne qui bouge beaucoup, que je vous conseille pas. On va essayer de voir si, voilà, petite taille, voilà ce que je peux vous proposer, c'est des shih tzus. Donc ceux-là, ils sont adorables. Hein. C'est des chiens qui ont entre 5 et 8 ans. Moi, j'aurais aimé un chien de taille un petit peu plus petite. En fait, vous recherchez vraiment dans la miniature. Un petit chien, oui. Un petit chien, mais vraiment... Le bénévole de la SPA commence à mieux cerner la demande de la jeune femme. Et depuis notre tournage avec la cellule anti-trafic... Voilà la fille. Il a justement une nouvelle pensionnaire qui pourrait fort bien faire son bonheur. Oh, elle est toute petite. Elle pèse combien? Elle doit faire entre 8 et 900 grammes, pas plus. Hein. Ah ouais. Cet adorable chihuahua, c'est bien notre petite Gulli, rachetée à un trafiquant hongrois. Apparemment, le coup de foudre est réciproque. Elle vient de trouver la maîtresse avec qui elle partagera sa vie. Là, je crois que vous vous êtes trouvés. Oui, c'est exactement... ça, c'est pas trop gros, au moins comme chien. Au centre hospitalier pour animaux d'Arcueil, une nouvelle journée riche en émotions commence. Plutôt en faveur de ce stade-là, une suspicion de maladie de Cushing. Comme chaque matin, l'interne de nuit fait un compte-rendu à l'équipe de jour. Parmi les nouveaux animaux hospitalisés, un cas retient particulièrement l'attention. Alors Titeuf, c'est un chien mâle de 10 ans, un Yorkshire. Donc en fait c'est un chien qui a été mordu par un labrador il y a 2 jours, donc dimanche soir. Suite à ça, il a eu des soins d'urgence, puis le lendemain il a présenté une parésie des 4 membres. Moi à l'examen, j'avais des grosses manifestations de douleur, surtout au niveau cervical forcément, 38,9 de température, et j'entendais un souffle cardiaque, donc pour l'anesthésie. D'accord. C'est un chien qui vient d'où? En fait, il vient de la région rouennaise, il a été faire un scanner à Deauville. D'accord. Claudie, lui, je pense que ça va être le premier ce matin. Je vais faire... Guillaume est l'un des 3 chirurgiens de l'hôpital. Il vient d'intégrer l'équipe après une formation aux États-Unis. C'est lui qui va opérer Titeuf. Est-ce que tu peux tourner? Le vétérinaire va tout mettre en œuvre pour sauver l'animal. Nous, en effet, il faut qu'on l'opère le plus vite possible parce que y a toujours un risque que s'il fait un faux mouvement, la fracture se déplace, que la compression au niveau de la moelle épinière soit plus importante. Et vu l'endroit, ça peut entraîner une paralysie respiratoire. Donc finalement, ça peut entraîner un décès, quoi. En salle de chirurgie, les infirmières préparent le petit chien pour son entrée au bloc. Comme il va être opéré de la colonne vertébrale, son corps est à moitié tondu. Pendant ce temps, sur la table d'à côté, un animal nettement plus exotique reçoit lui aussi des soins. Petit furet très sympa, il s'appelle Mouchou. C'est un furet qui en fait a eu un accident il y a 2 ans et qui depuis quelques mois a beaucoup de mal à vidanger sa vessie. Et on a posé une valve pour lui permettre de vidanger les urines correctement. Donc, Pendant que le furet continue la vidange de sa vessie, Titeuf est transféré au bloc opératoire. L'intervention que va pratiquer Guillaume est tout simplement une question de vie ou de mort pour le Yorkshire. Elle est aussi très risquée. Dans ces moments-là, tous les sentiments se mélangent. C'est les cas vraiment très compliqués où on sait qu'en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire. C'est toujours un peu excitant. D'un autre côté, c'est aussi un peu stressant parce que là, on sait qu'à tout moment, le chien peut décompenser. Puis si ça se passe bien, c'est très... vraiment, on sauve le chien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment sa vie qui est entre nos mains pendant quelques heures. Là.
L'opération doit durer 4 heures et les propriétaires du chien devront débourser 2 200 € pour payer l'ensemble des frais d'hospitalisation. Guillaume va consolider la colonne brisée du chien avec du ciment chirurgical. Et comme les os du Yorkshire sont minuscules, ces gestes doivent être très minutieux. À mi-parcours, l'aide opératoire fait un premier bilan. L'animal est stable, on a recommencé de la morphine, ce qui est un peu douloureux parce que la fréquence cardiaque a augmenté. Là, il est 11h10, c'est loin d'être fini. C'est stable, mais après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les heures à venir. C'est vrai que pour l'instant, il faut croiser les doigts, on va dire. Titeuf n'est pas encore tiré d'affaire. Il reste 2 heures d'opération, au cours desquelles tout peut arriver. Pendant ce temps-là, on demande du renfort pour un malade réputé pas très commode. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le signe? L'hôpital a un service consacré à ce qu'on appelle les NAC, ou nouveaux animaux de compagnie. Une catégorie assez difficile à définir précisément, et c'est Mine qui en est responsable. Normalement, on doit soigner tous les animaux qui ne sont pas des chiens ni des chats. Donc, ça, comme vous voyez, c'est assez vaste. Ça va du cygne au lapin, au lézard, aux tortues, aux poissons. Ce cygne a été grièvement blessé à la suite d'une bagarre avec un autre mâle. Mine lui a posé une broche dans l'aile 1 mois plus tôt. Aujourd'hui, c'est une visite de contrôle. On va peut-être l'enlever aujourd'hui, c'est pour ça qu'il vient. Ce qui serait idéal parce qu'à partir du moment où on va retirer la broche, on va pouvoir le relâcher dans son lac. Mais pour s'assurer que le cygne puisse à nouveau barboter en toute sécurité dans son lac, Mine doit d'abord lui faire passer une radio. Pas facile de faire tenir un tel volatile en place. L'animal est un sacré danseur de claquettes. Et malheureusement pour lui, les radios ne sont pas très rassurantes. Ses os ne sont pas suffisamment consolidés. Mine doit maintenant annoncer la mauvaise nouvelle à ses propriétaires. On a qui? Il y a les gens qui sont arrivés si tu veux. Sinon... Pour lui? Oui. Ah, parfait. On voit quand même que l'os a commencé à reformer un nouvel os ici, d'accord, et ici. D'accord, mais c'est pas encore soudé, c'est encore, vous voyez, il y a encore un petit décalage ici. Il faut juste le laisser tranquillement reconsolider son os. Et donc, ça serait bien de le recontrôler dans 1 mois. Il va. On n'est pas en liberté, non? Pour l'instant, non. Il va nous faire une dépression. Déçus, les propriétaires repartent donc avec leur cygne invalide. Bien que l'animal n'ait pas le caractère affectueux d'un chien ou d'un chat, ils n'ont jamais eu envie de le laisser tomber. On a pas mal d'animaux à la maison, donc pour nous, les animaux sont importants. On va pas. S'il y a quelque chose à faire, on le fait. Voilà. De son côté, après 4 heures d'opération, Titeuf récupère peu à peu. Guillaume vient faire un tour au chevet de son patient. Elle se remet doucement. Parce que c'est vraiment demain matin qu'on verra les premiers effets de la chirurgie. Pour l'instant, il est justement très bien traité pour l'analgésie, pour la douleur. Donc l'inconvénient, c'est que ça le rend finalement un peu flagada. Donc c'est très difficile d'évaluer est-ce qu'il y a des améliorations, parce que lui, il n'arrivait pas à bouger ses pattes. Soigner les animaux a toujours été une évidence pour Guillaume. Cette passion est inscrite dans son histoire familiale. Mon oncle était vétérinaire, mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père aussi, donc je suis baigné un peu dans un milieu familial vétérinaire. Et c'est vrai que la question s'est jamais posée pour moi de est-ce que je veux faire autre chose, quoi. C'est vrai que les premiers mots que j'ai dit c'était docteur de poule, et puis ça s'est suivi comme ça. Finalement j'ai fini chirurgien de chien et de chat. Il y a le côté un petit peu manuel que moi j'apprécie. Et c'est un domaine très gratifiant, la chirurgie, parce que l'animal vient, il ne marche pas, il repart, il remarche. Donc c'est ça qui est vraiment stimulant. Donc c'est vrai que la chirurgie est venue aussi assez naturellement, quoi. Quelques jours plus tard, Titeuf termine son séjour à l'hôpital. Vous reconnaissez Titeuf? Titeuf
qu'il a été opéré il y a quelques jours d'une fracture vertébrale. Salut mon grand. Il s'améliore, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus de douleur, il est assez confortable. Il commence à s'améliorer. Il commence à bien bouger les pattes. Il essaye de se mettre debout. Il y a encore plusieurs jours de convalescence. On va l'aider à faire de la rééducation petit à petit. Mais bon, les choses évoluent très bien et on est assez confiant sur le devenir de ce petit animal. Ah mon grand, regarde. Voilà, fais-nous voir les progrès que tu as fait. Voilà, j'arrive à me tenir. Hop. Voilà. Hop. Tu vas te mettre comme ça. Voilà, fais-nous voir ce que tu sais faire. Oh, voilà. Hop. Tac. Allez, c'est bien, mon grand. C'est très bien. Jour après jour, ces vétérinaires se battent pour la santé de nos animaux. Donc lui, il sort demain ? Guérir nos compagnons et redonner de l'espoir à leur maître. Et pour eux, la plus belle des récompenses. Oh bah oui, oh là là, je t'avais laissé toute seule.